Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Francis, bienvenue à cet épisode de Tout savoir en 24 minutes. Tu me dis bienvenue à cet épisode. Oui, bienvenue, c'est mon épisode. T'es chez nous, là. Merci Maxime Sayer, bienvenue en studio. Oui. On se bienvenuise l'un l'autre. Oui, j'aime ça, cette complicité. Je commence avec une première nouvelle qui vraiment m'amène au bord des larmes. C'est une page dans l'histoire du Québec qui se tourne, à mon avis. C'est aujourd'hui, ça a été le démantèlement du campement de McGill. Bien triste nouvelle, surtout pour les campeurs qui étaient à l'intérieur. C'est l'université qui a procédé au démantèlement avec le SPVM, la SQ ainsi qu'une firme de sécurité externe qu'elle avait engagée. Et, c'est fini, donc. C'est fini. Donc, c'est très drôle. Ça a commencé en fin avril et jusqu'à maintenant. J'ai vu que tu voulais me parler de ça et j'ai dit « enfin ». Et là... Qu'est-ce qu'a dit François Legault? Oui. Enfin. Je ne sais pas qui l'a pensé avant. Tu penses que c'est moi ou François Legault? Je sais pas. Hein. C'est une bonne question. Je vais mettre Alice là-dessus. Il l'a su avant moi, probablement, François Legault, que ça s'en venait. Sûrement un meilleur brief. Sûrement. Mais quoi qu'il ne faut pas redouter les recherchistes de Cube. Puis là, les gamins, là, avec leurs dreads, là, va nu-pied, là, ils ont dit quoi? Ils étaient comme là, c'est ils ça, dansaient en rond, ils faisaient du yoga, ils faisaient des joints. C'est ça. Tu te souviens, le campement de Square Victoria, ça s'était fait sans heure, HEURTS. Ça n'a pas tout à fait été le cas là, pour McGill. Il y a eu davantage de grabuge, là, pour ainsi dire. Il y en a qui ont passé aux menottes et même le groupe là, qui occupait ça, là, donc Droit des Palestiniens, ils ont affirmé là, sur les réseaux sociaux que leur campement était sous attaque par le SPVM et invité le monde à venir les rejoindre. Là, c'est leurs abonnés. Un autre génocide. C'est ça. Invité là, à porter un masque et venir en grand nombre. Donc, ça... Un masque ça fait pour la difficilement. COVID. Oui, exactement. Je pensais ça, le nombre de cas a augmenté, donc je pense que c'était apparemment, la blonde du gars, quand il est revenu à la maison, il a pris une douche, elle a dit « enfin ». C'est drôle que tu dises ça parce que justement, les problèmes d'insalubrité et tout ça, c'était quelque chose qui était évoqué là, par le recteur de McGill. Je vais te parler du communiqué, justement, qu'a envoyé l'université parce que je pense qu'il y avait des informations là-dedans qui n'ont pas été tant répertoriées dans les médias, mais qui sont quand même assez intéressantes. Pour justifier leur décision, là, ils expliquaient que les membres de la communauté McGilloise étaient très peu nombreux dans le campement. Donc, c'était surtout des gens qui provenaient de l'extérieur, vraiment des militants comme chevronnés qui venaient juste militer là et non pas nécessairement des étudiants de McGill. Et également, peut-être ce qui est le plus intéressant, c'est qu'il y avait beaucoup de risques pour la santé et la sécurité. Il y a eu 2 cas de surdose qui sont survenus dans le campement depuis le 6 juillet, ce que rapporte l'université. Mais je ris, mais blague à part, comme... On a entendu parler des campements pour l'itinérance, puis ça, comme c'est vraiment pas drôle. Est-ce que tout ça est devenu comme un genre de mix-mash de gens qui avaient nulle part où aller, puis la Palestine? C'est un peu ça, de ce qu'on en comprend, c'est un peu ça que c'est devenu. Là. Il y avait des seringues sur les lieux, il y avait de la vente illégale de narcotiques dans le campement, puis c'était infesté de rats. Nice. Donc, c'est comme... nice. C'est un rêve. C'est ça, exactement. Donc, tu sais, ce que dit là, l'université, que le campement était vraiment... n'avait rien de pacifique, en fait. Puis on l'avait vu aussi dans les derniers jours, là, où il y avait de l'intimidation à l'égard de certains professeurs. Donc, c'est pourquoi, là, entre autres, aujourd'hui, là, François Legault a dit enfin, il était content. Pascal Derry aussi s'est réjoui de la situation. Elle qui avait dénoncé là, l'attentisme du gouvernement, pas du gouvernement, mais de la ville de Montréal. Elle a dit quoi, Valérie Plante, là, face à son inaction des derniers mois, genre elle tapait dans ses mains en souriant. J'ai pas vu malheureusement de réponse de Valérie Plante. C'est juste au cœur de sa ville. Ouais, c'est ça, c'est juste... C'est pas de ses affaires, finalement. Exactement. C'est la faute à Legault. C'est la faute du fédéral. C'est la faute du fédéral. Donnez-moi de l'argent. Actualité. Aujourd'hui, notre collègue à Cube, ici, Sophie Durocher, comparaissait à la cour sur le banc des témoins dans un procès qui l'impliquait. Qu'est-ce qu'elle a fait encore? En fait, c'est pas elle, cette fois-ci. C'est un internaute prénommé Martin Larouche qui l'a intimidé et harcelé sur les réseaux sociaux. Je vais pas répéter là, exactement le message là, qu'il lui a envoyé, mais Sophie Durocher, là, notre collègue, elle disait quand elle l'a lu, je me suis écroulé
écroulé. J'avais de la difficulté à croire ce que je lisais. C'était d'une violence à laquelle je ne suis pas habitué, a-t-elle témoigné. C'est une différence, là. Il y a une différence entre être controversé et être l'objet de menaces. C'est ce qu'elle a dit. De son côté, lui, l'accusé, prétend qu'il a mal été compris, qu'il n'y avait aucune mauvaise intention et qu'il ne savait même pas comment les réseaux sociaux fonctionnaient. Évidemment, là, le sujet de l'intimidation à l'égard des journalistes, c'est quelque chose qui est quand même de plus en plus fréquent, qu'on voit de plus en plus souvent, également contre les politiciens aussi. Tu te rappelles sans doute là, de la démission de la mairesse de Gatineau. Je sais pas, toi, est-ce que t'es pas journaliste, mais t'es quand même... t'occupes un poste public quand même assez visible. Est-ce que toi, t'en subis? Est-ce que parfois, t'as des... Ouais. C'est la vie. Ouais. Je suis toute chose et son contraire. C'est ce qui est agréable des réseaux sociaux. Je sais à la fois le meilleur et le pire. Donc, les gens ne savent pas nécessairement où te loger. Puis non. Il y en a qui m'adorent, il y en a qui me détestent. Je pense que Sophie Durocher, ça doit être exactement la même chose, avec un niveau de reconnaissance, on va dire, encore plus grand. Mais je pense que comme c'est un problème qui n'est pas spécifiquement lié à Cube ou aux médias. Parce que tu évoques la mairesse de Gatineau. Juste n'importe quel poste qui implique moindrement de présence publique est sujet à cette polarisation. Je suis certain qu'il y a des gens qui sont en train d'écrire comment tu es excellent et comment tu es pourri, Maxime Essert, à cet instant. On espère davantage le premier que le deuxième. Non, mais je te jure, c'est ça. Ouais, non, c'est sûr. Puis j'en reçois, puis notre directeur de la programmation, Dominique, en reçoit, puis tout le monde en reçoit. Il y a des gens qui appellent, des gens qui m'écrivent personnellement sur Facebook. Sur Twitter, c'est, je pense, la pire place. Mais encore une fois, très polarisant. À la fois le meilleur et le pire. C'est particulier. Après, bon, dans le cas de Sophie Durocher particulièrement, je veux dire, les propos là, qu'on ne va pas répéter sont d'une violence inacceptable. Mais bon, j'aimerais dire, pour les élus, c'est un peu particulier parce que en principe, ils ont un dispositif de protection. Il devrait avoir des équipes qui lisent leur communication, il doit y avoir un garde de sécurité. Puis l'histoire de Mélanie Joly là, qui a carrément été... c'est intéressant parce que sur le web, c'est une chose, mais quand ça se traduit dans la vie réelle, entre guillemets, là, quand ça se traduit par des violences physiques, par des protestations devant la propriété de quelqu'un, là, il y a comme un Rubicon qui est franchi, je trouve. Mais en même temps, l'un mène assez directement à l'autre, j'ai l'impression. Donc, j'ai pas un avis arrêté là-dessus. Moi, il n'y a personne qui s'est pointé devant ma maison encore. Là. Ça, c'est comme la c'est le mot-clé que je ne souhaite pas voir franchie. Mais non, écoute, je pense que n'importe qui est sujet à ça. Après, c'est juste de tirer la ligne dans le sable, puis effectivement, quand on est au-delà de la ligne, de porter plainte, comme le fait notre collègue Sophie. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. Aujourd'hui, la Ville de Montréal a appelé les arrondissements à se doter de trousses de naloxone. Donc, on se rappelle, là, la naloxone, c'est un médicament qui peut être procuré dans les pharmacies gratuitement, sans ordonnance, qui permet de renverser là, les effets d'une surdose d'opioïdes. Donc, opioïdes, là, ça comprend fentanyl, héroïne, morphine, codéine. C'est souvent administré par voie intranasale. Parfois, là, ça peut être avec une seringue. Le naloxone. Le naloxone, oui. Pas les autres choses que tu viens de mentionner. Non, c'est ça, le naloxone. Je précise. C'est ça, il y a beaucoup d'arrondissements là, qui ne le faisaient pas jusqu'à maintenant. En tout cas, qui disaient qu'ils n'étaient pas formés, leurs employés n'étaient pas formés là, pour administrer la naloxone. Nous, ici, on a une trousse de naloxone à Cube qui est toujours présente ici en régie parce que, bon, comme tu sais, dans le quartier qu'on est, on voit beaucoup de gens avec des problèmes de dépendance ou d'itinérance. Donc, c'est pourquoi on s'en est doté d'une, exactement. Et je regardais, je l'avais jamais utilisé, là, et tantôt, je regardais comment ça fonctionne. C'est quand même assez simple. Là. Il suffit vraiment, c'est vraiment un vaporisateur, tu le mets dans le nez, tu appuies, puis ça l'envoie. Si ça marche pas, il y en a un deuxième. Ça renverse les effets temporairement. Oui, temporairement, là, c'est pour 1 heure à peu près là, que ça dure. Après ça, la personne, il faut qu'elle se rende là, à l'urgence, idéalement. C'est pas toujours le cas, mais c'est ce qui est souhaitable. Puis tu sais, en même temps...
le problème dans cette histoire-là, c'est que, c'est sûr, c'est bien de se doter de trousses de naloxone. Ça peut justement sauver des vies. Mais le fait qu'on demande à ce qu'il y ait ça, ça montre que c'est un problème de plus en plus grave, là, la dépendance. Là. Il y a d'ailleurs le ministre, là, Lionel Carman, le ministre responsable des services sociaux, qui dit en ce moment se pencher là, avec l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires sur une campagne de sensibilisation auprès des citoyens. Donc là aussi, là, quand on demande même aux citoyens ordinaires d'en avoir avec eux, ça montre que l'enjeu est rendu grave. Là. Tout à fait. En même temps, là, clairement, il semble y avoir une forme de résistance à ça dans les administrations des arrondissements. Est-ce qu'on... On ne sait pas pourquoi. Mais c'est ça, c'est dans eux autres qui parlent. Je pense je pense pas qu'on devrait aller vers. C'est la faute à François Legault. Oui, c'est la faute du fédéral. Oui, excuse-moi. Je me trompe de palier selon les enjeux. Non, mais en fait, c'est ça, comme je disais, c'est que les arrondissements disent que leurs employés ne sont pas formés pour ça. Donc, je pense qu'ils ne veulent pas que s'il arrive quoi que ce soit, un accident ou peu importe, être tenus responsables pour ça. Donc, je pense qu'il y aurait davantage de formation qui devrait être faite dans les arrondissements. Paradoxalement, je dirais que s'il y a quelqu'un devant toi qui est clairement en crise de surdose d'un de ces éléments-là, puis je pense que c'est assez reconnaissable, puis que tu n'as pas de trousse parce que tu as administrativement décidé de ne pas en avoir et de ne pas former tes gens et de leur interdire de s'en servir, puis que la personne meurt, tu es aussi responsable. L'inaction, c'est pas une façon de se dédouaner de la responsabilité. Puis il y a quand même la loi du bon samaritain qui existe, là, si jamais... La loi du bon samaritain. Oui, il me semble que c'est ça. Oui, c'est quelque chose comme ça. C'est ça. Si jamais il arrive quoi que ce soit, ou tue la personne en des tentatives de réanimation, tu es protégé par la loi. Là. Je sens que cette petite pression qui est mise aujourd'hui va faire bouger les choses, honnêtement, parce que puis à la lumière de ta petite expérimentation d'il y a 22 minutes, là, c'est pas compliqué. Non, c'est ça. Il n'y a pas aucune raison. Je dis pas si parfois c'est des seringues, tout ça. Là, mais même des seringues, je sais pas, je sais pas si tu connais des amis qui ont des allergies, là, mais genre épipène, là, c'est comme, c'est à l'épreuve de n'importe quel imbécile. C'est comme tococ, il n'y a pas de... Mais c'est quand même un degré de plus que dans le nez. Là, oui, mais je dis, la personne est en train de mourir. Genre, je vais le puncher dans la face, c'est faux, là, tu comprends? Là, mais il me semble que c'est pas un seuil très important. Puis encore une fois, il me semble ça va pas être si compliqué c'est une formation qui ne doit pas durer 3 jours. Là, je veux dire, à un moment donné, push-push ou pic-pic, là, il me semble qu'en demi-journée, mettons. Mais c'est ça. Puis souvent, dans les entreprises, ils offrent des formations de RCR ou... tout ce qu'il y a autour de ça, ça peut être intégré, là, je pense, à ces formations-là. Yep, let's go. Tout savoir en 24 minutes. Je te disais là, en début de chronique que c'était la fin d'une époque en raison du démantèlement du campement de McGill. Eh bien, c'est également la fin d'une époque pour les véhicules à essence. C'est ce qu'a annoncé là, le ministère de l'Environnement aujourd'hui. L'interdiction complète de la vente de véhicules neufs à combustion dès 2035. Yes! Enfin! Oui, enfin! Yes. Et en fait, c'est ça, là, ce qui explique le ministère, c'est que le secteur des transports, c'est celui qui émet le plus de gaz à effet de serre au Québec. Ça représente 42,6% des émissions globales, selon le dernier bilan. Mais là, Francis, le diable est dans les détails, parce que dans le communiqué, ce qu'on précise également, c'est qu'il est prévu qu'une évaluation de la maturité du marché soit effectuée par le gouvernement vers 2030, afin de permettre d'éventuels ajustements pour garantir une transition réussie en 2035. Yes. Donc, moi, à la lumière de cette déclaration, je dois avouer que je suis un petit peu sceptique sur le 2035. Je pense que c'est encore sujet à de certains changements. Oui, je vais dire 2 choses. La première, c'est un secteur que je connais très bien. C'est une transition que je supporte entièrement et qui m'enthousiasme beaucoup. Et la rapidité avec laquelle la technologie progresse, les coûts diminuent et que les manufacturiers embarquent là-dedans rend ça presque évident que ça va être faisable. Après, le chiffre que tu m'as donné, le 42,6%, Maximile, c'est le transport. Mais là-dedans, puis je te garantis qu'il va y avoir 1001 exceptions à cette règle. Pourquoi? Parce que le fermier avec un Ford F350 qui doit aller 3000 km livrer sa patente, ça ne sera pas régularisé, je pense, d'ici 10 ans, ou en fait, ça va être en train de l'être, mais il va encore avoir des enjeux. Il y a tout le transport aérien qui est dans le 42,6%. Oublie ça.
très, très longtemps, peut-être, on aura. Puis ce qui doit occuper un pourcentage quand même important de ce pourcentage. C'est ça. Puis le maritime, évidemment, aussi. Là, évidemment, le maritime est très efficace par tonne transportée, mais ça reste excessivement polluant parce que c'est des milliers de tonnes. Donc, encore une fois, on devrait faire plus de maritime. Et bref, ça pour dire, oui, pour le transport individuel, hurrah, mais c'est une petite partie du 42%. Je suis persuadé que ça va être faisable pour cette partie-là. Il y aura des petites oppositions, là, j'aime pas ça les autos électriques, puis bon, après, ça va aussi dépendre de l'aspect politique de la chose. Clairement, à Ottawa, on s'enligne pour une déconstruction de certaines de ces politiques-là. À Québec, je vois pas quel parti, à part peut-être Éric Duhaime à la limite, là, mais qui a peu de chances de prendre le pouvoir, mettons, qui serait très opposé à ça. Puis même, j'ai quand même des amis un peu qui sont plus conservateurs. Puis dans cette gang-là, il y a des gens qui sont fans d'auto électriques. C'est une forme de libertarianisme, techno-optimisme, etc. Fait que, au Québec, je pense qu'on va y arriver. Mais malheureusement, le Québec, c'est 8 millions sur 8 milliards de personnes. Fait que c'est ça. Faisons notre possible. La Californie mène le bal aux États-Unis, puis donne un exemple. La Norvège en Europe aussi. Ça va être intéressant de voir quel pays comme vraiment embrasse ça, mais 2035, ça me semble suffisamment loin pour penser qu'on va y arriver. Tout savoir en 24 minutes. Ce qui devait arriver, arriva. 3 cas de brûlure à la rétine et 3 autres de brûlure à la cornée ont été confirmés après l'éclipse solaire totale du 8 avril dernier. Donc, souviens-toi, il y a eu une grande campagne, une énorme campagne de sensibilisation. Pour est-ce que ces gens-là, est-ce qu'on sait qui ils sont? Est-ce qu'on peut nommer leur nom? Un peu genre oui. J'aimerais ça. Non. Philippe Richard Bertrand. Richard Martineau. Là, les noms sont pas dévoilés. Je pense que c'est mieux pour eux, en plus de ça. Par contre... Ceci dit, blague à part, ce jour-là, je me rappelle, je sais pas si Richard était là, mais ici en studio... Oui, mais t'étais là? Ah oui, puis on c'est était ça, Mario, toute la gang, sur la rue, avec nos lunettes. C'était cool. Il y avait un petit côté, un moment cool. Genre, je me souviendrai de ça. Puis, tu sais, l'espèce de côté glauque, genre, regarde, il fait noir. Je me souviens, les gens dans la rue criaient. Tu te rappelleras que j'avais fait une chronique sceptique concernant l'éclipse en disant, revenez-en, guys, perte de productivité. Puis, j'étais le premier à y avoir trouvé de la magie, quand même. Bref, il y a des gens qui se sont... dire une chose et son contraire. Là, c'est mon expertise la plus grande. 6 personnes donc qui ont été blessées. Oui, c'est ça. Et c'est certainement déplorable d'une part, mais l'Association des médecins ophtalmologistes du Québec dit par contre que c'est quand même une bonne nouvelle parce que ça montre que le fait qu'il y en ait si peu de gens, ça montre le succès de la campagne de sensibilisation. Est-ce qu'ils étaient vaccinés? Juste comme ça, faire des corrélations. Ça serait bon, hein? Mais sache que parmi les personnes là, concernées, 40% ont reconnu qu'ils n'avaient pas porté des lunettes certifiées pour observer le phénomène. Donc, j'ai regardé ici, on les avait plus, ils ont traîné longtemps. Là, mais ils étaient vaguement certifiés, les nôtres. C'est ça. Donc, on s'en est vaguement sortis. Bravo à eux, honnêtement. Enfin, bravo à la campagne pour de vraies de sensibilisation. Non, mais c'est vrai. Dommage ça a fonctionné, la campagne de sensibilisation. Là. Je sais pas si tu sais, mais on en parlait. On n'a pas leur nom, mais on espère que certains d'entre eux vont peut-être se faire les genres de... Je sais pas là, apôtre ou ambassadeur du... Ah tiens, notre collègue en régie qui porte les fameuses lunettes. Les fameuses lunettes que je cherchais, les voilà. Est-ce qu'elles sont certifiées, Alice, les lunettes? Elle nous le dira plus tard, mais bref, triste affaire quand même, là, on fait des blagues, mais triste affaire pour ces gens-là. J'ose espérer qu'il n'y en a pas là-dedans qui étaient comme rah, c'est une conspiration, puis genre là qui sont aveugles maintenant. Là, j'espère que c'est tout ça accidentel, et malheureux, là, parce que franchement, il y a des limites à être con. Ouais, puis on l'espère aussi là, qu'ils ne soient pas devenus genre complètement aveugle. Que ça Est-ce que ça se soigne? On ne sait pas. Hein. Les ophtalmologistes. Je pense que des... Ben là, je parle de ton expertise. Mon expérience en tant qu'ophtalmologiste. C'est ça. Et je pense pas. Je pense que quand c'est des brûlures à la cornée ou à la rétine, je pense que c'est irréversible. C'est mort. C'est dommage. Là. Bye bye. Bref. Actualité. Hier, cafouillage au FEC durant le spectacle, avant le spectacle de Carquois, en fait. Vers 20h, le festival, en raison de la météo, a annoncé l'évacuation du site. Et 40 minutes plus tard, a finalement indiqué que c'était possible pour les gens de revenir pour le spectacle de 22h qui serait toujours présenté tel que prévu et que même les plaines seraient accessibles gratuitement.
Évidemment, ça a causé beaucoup de colère et d'amertume chez certaines personnes qui étaient là à ce moment-là à 20h et qui sont parties et qui finalement ont vu le message beaucoup trop tard et qui, rendu chez vous, ça ne te tente pas nécessairement de retourner là-bas. On a reçu justement Nicolas Racine, le directeur général du FEC, tantôt en entrevue avec Jean-François Barry. Je te laisse un extrait de son entrevue pour voir qu'est-ce qu'il y avait à dire sur le sujet. Ça ne sera pas bien long, me dit-on. La décision de quitter les sites, c'était la bonne décision. Puis je pense que vous et moi ou les gens auraient pris cette décision-là. On a assez d'informations pour prendre la décision de quitter. La décision de revenir avec l'alternative, c'était pour leur plaire. Je comprends qu'on a des déçus. Mais on a quand même eu une bonne foule hier soir. Les artistes étaient très contents tout de même. Fait qu'on a offert une solution. Puis je pense que c'est ça qu'il faut. L'intention, c'était ça, d'offrir une solution aux festivaliers. Les festivaliers, donc, c'est ça. Ici, là, Nicolas Racine, ce qu'il explique, c'est vraiment que ça a été passé au fur et à mesure puis qu'il voulait offrir une solution aux festivaliers. Je pense que l'enjeu a davantage été de communication par rapport à ça. C'est pas la première fois d'ailleurs que le fait qu'il y a des enjeux là, de communication. Rappelle-toi, lorsqu'ils vendaient leurs billets initialement, ils avaient annoncé une heure fixe où les billets seraient disponibles. Finalement, peu avant, ils ont annoncé finalement, ça va être une demi-heure plus tôt. Et là, les gens qui n'ont pas vu ce message-là, ils sont arrivés à l'heure fixe et la plupart des billets étaient déjà partis. Oui, je vais quand même dire à leur défense, là, juste comme l'a dit le DG, là, on casse beaucoup de sucre sur le dos. Là, c'est comme de bon ton là, de chicaner le FEC, là, mais comme il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont là. S'il n'y avait pas évacué le site puis qu'il y avait eu une petite fille piétinée, on aurait jeté nos bras dans les airs. Là, il évacue le site, finalement, la pluie passe. Puis franchement, quand vous trouverez un météorologue qui est capable de me dire qu'est-ce qu'il va faire dans une heure, là, des fois, je regarde sur ma montre, il pleut, puis dehors, il fait soleil. Là. Tu vois, comme je veux dire, fait qu'à la fin, le fait comme... sûrement avec un processus beaucoup plus exhaustif que moi qui sors ma trottinette, là, ont décidé d'évacuer des dizaines de milliers de personnes, changer d'idée quelques heures plus tard. Franchement, où est la nouvelle? Puis on jase, là, mais tu comprends, je trouve ça toujours un peu... méchant, comme ces gens-là, c'est toi puis moi là, qui gèrent un critique de gros festival puis ils prennent les meilleures décisions qu'ils peuvent. En tout cas, moi, je suis pas le premier à leur lancer la pierre là-dessus. Ils ont pris une bonne décision. Honnêtement, à la limite, l'erreur, c'est peut-être d'avoir remis le truc. Ils auraient dû comme transférer toute la programmation ou annuler. C'est de remettre un petit show. Comme ils avaient fait au Cowboy Fringant l'année dernière, là, qu'ils avaient carrément déplacé à une autre journée. Là. Peut-être petite hypothèse que le monde, il y en a un petit peu plus les Cowboys que Carquois, mais je veux pas mettre méchant sur Carquois. je peux pas te nommer une de leurs chansons. Ah non? Toi? Ouais, une coupe. Nomme-en une, mettons. Oublie pas. OK, parfait. Tant mieux pour toi. Ouais, Marie, tu pleures. Oui, Marie, tu pleures. On chuchote des choses en régie. Yeah. On va arrêter ça là avant que je m'enlise dans mon mépris de qui que ce soit. Mais bref, mon point, c'est que l'erreur, je pense, c'est d'avoir réouvert le site. Mais en même temps, qu'est-ce que tu veux? Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. Et on finit avec une dernière nouvelle sur Joe Biden, évidemment. Comment ne pas finir ça sans parler de Joe Biden, qui aujourd'hui s'est fait varloper, pour ainsi dire, par George Clooney, qui est un fervent démocrate, qui aujourd'hui dit qu'il faudrait peut-être un autre candidat à Joe Biden, donc un autre qui demande le départ de Joe Biden. Ce qu'il dit d'ailleurs, c'est assez intéressant. Je te lis. C'est terrible à dire, mais le Joe Biden avec qui j'étais il y a 3 semaines, donc il a rencontré le président, c'est quand même hot, n'est pas le Joe Biden de 2010, même pas le Joe Biden de 2020. Il était le même homme que nous avons vu lors du débat. C'est intéressant, ça, parce que, je ne sais pas si tu te souviens, mais après le débat qualifié de désastreux là, par plusieurs commentateurs, Joe Biden a fait une entrevue avec ABC dans laquelle il a dit que sa performance au débat était due au fait qu'il ne se sentait pas bien à ce moment-là. Ouais. C'est ça, exactement. Là, ce que George Clooney dit, c'est non, il est tout le temps de même maintenant. C'est comme un peu une voix aimée, George Clooney? Je pense que oui. Puis même, je dirais... à droite, là, même dans les républicains, on sait qu'il est démocrate, il l'a toujours été, il l'a dit dans sa lettre dans le New York Times qu'il a levé des fonds pour Barack Obama, pour Hillary Clinton, puis des millions de dollars. Ça, là, il l'a fait pour Biden en 2020, mais là, il semble dire que c'est la fin de la route, puis c'est quand même une période particulière. Oui, non, vraiment. Je pense pas que Clooney est là dans une volonté de nuire ou de détruire, mais juste de...
Ouais. Il veut gagner. C'est ça, puis c'est aussi ce qui rajoute l'insulte à l'injure, c'est que George Clooney appartient au monde quand même des artistes médiatiques qui, de façon générale, appuient les démocrates. Donc là, c'est quand même une part importante là, qui devient plus chambranlante, là, disons-le. Il ne tente pas de se présenter, lui, George Clooney? Honnêtement, il pourrait se présenter, je suis sûr qu'il gagne. C'était juste besoin d'être un On en est où sur nom. La question de Rock? C'est ça, j'arrête pas de le relancer depuis l'autre jour. Il répond plus, hein? Il me répond plus. Ghost. Ouais, non, c'est ça. Salaud. Il me ghost, c'est ça. Au début, il était bien content. Tu devrais aller lui casser la gueule. Ouais, je pourrais. Je pourrais essayer. Il semble que je verrais ça. Ouais, c'est pas juste ça, c'est ça aussi. Ouais, c'est dans les deux sens. Ouais. Maximile Sayer, on a résumé l'actualité en une 24e de minutes. Une 24e. Je pense que c'est notre plus exact record jusqu'à date. On s'en reparle demain avec une nouvelle revue de l'actualité en 24 minutes. Merci d'être à l'écoute.